J'ai 5 amendements de suppression. Le 80 n'est pas défendu. Le 92, oui. Monsieur Robillard, Monsieur Sebaoun. Monsieur Sebaoun. Merci Madame la Présidente, j'ai eu le temps de revenir. Comme en première lecture, l'amendement qui a été cosigné par quelques collègues considère que le fait de mettre sur le même plan les accords de maintien dans l'emploi que nous avions votés lors de la loi sur la sécurisation de l'emploi et ces accords dits offensifs pose un véritable problème. En effet, ces accords offensifs qui ne sont subordonnés à aucune condition de nature économique, sans limitation de durée ni contrepartie pour les salariés, posent une vraie difficulté. Il pourrait être lourd de conséquences pour les salariés et par rapport aux conditions qui tenaient aux graves difficultés économiques liées aux accords de maintien dans l'emploi, le compte n'y est pas. Ça donnerait la possibilité à une entreprise, pour des raisons qui, pour moi, restent encore extrêmement mystérieuses, de pouvoir licencier certains de ses salariés au prétexte d'avoir des accords pour gagner des marchés, améliorer sa compétitivité. C'est une réalité de l'entreprise que je ne partage pas, surtout lorsqu'elle ne va pas mal. Dès lors, cet article poserait la question d'un salarié soumis à des dispositions relatives à la rupture de son contrat de travail, même s'il a été encadré. Et pour toutes ces raisons, qui sont des raisons de fond, et sûrement pas des raisons de parallélisme avec l'AME, nous considérons qu'il faut supprimer cet article. Monsieur le rapporteur. Non, il y a... Fanélie Carré-Comte a le même amendement de suppression. Oui, Madame la Présidente, effectivement, il y en a plusieurs parce que on a peut-être finalement moins parlé de cet article dans le débat public que de l'article 2, mais pour moi, cet article 11 est l'un des articles les plus graves de ce projet de loi. J'étais déjà pour ma part réservée sur les accords défensifs de maintien dans l'emploi, notamment parce que le refus de modification du contrat de travail donnait lieu à un licenciement individuel et que ça permettait à l'entreprise de se souscrire de l'obligation du PSE. Mais au moins sur les accords défensifs, il y avait une référence à la situation économique de l'entreprise et au fait qu'elle devait se retrouver dans une situation de graves difficultés conjoncturelles. Là, je crois qu'on passe dans une logique, on bascule dans une logique complètement différente. On ouvre une sorte de boîte de Pandore qui, je crois, constitue une brèche qui est ouverte dans le socle même du contrat de travail, puisque donc les accords défensifs, les accords offensifs qui seront signés pourront s'imposer au contrat de travail, y compris sur des dispositions qui concerneront la modulation du temps de travail. Alors on dit qu'il n'y a pas de modification de la rémunération mensuelle, mais on sait bien que si on augmente le temps de travail, on diminue le salaire horaire, donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'effet sur le pouvoir d'achat. Et même si, monsieur le rapporteur, dans la première lecture, vous aviez apporté un certain nombre d'éléments dans la question du préambule des accords ou la question de donner aux organisations syndicales un certain nombre d'informations quant à la situation économique de l'entreprise, à mon sens, ces rajouts-là ne sont pas de nature à empêcher la boîte de Pandore qu'on s'apprête à ouvrir avec cet article 11 sur ces accords dits offensifs de maintien dans l'emploi. Monsieur Gilles. Oui, c'est un article qui pose quand même vraiment question, parce qu'il permet aux entreprises d'ajuster leur organisation pour répondre aux objectifs de préservation et de développement de l'emploi. Mais l'important, c'est de préciser qu'aujourd'hui, finalement, rien n'empêche une entreprise de mener ce type de négociation si elle est confrontée à une perspective de surcroît de travail, de montée en charge de son carnet de commandes. De la même manière, il existe depuis peu une possibilité de passer des accords défensifs si c'est à des difficultés qu'elle est confrontée, permettant à l'entreprise, pour des difficultés passagères, de pouvoir se réorganiser, quitte à ce que les salariés, si c'est défensif, acceptent une baisse de leur rémunération de manière passagère. D'où mon interrogation. Puisque ces outils existent, quel est l'objectif recherché par ce nouvel acte législatif, si ce n'est de pouvoir modifier le contrat de travail collectivement et qu'en cas de refus de certains salariés, ça n'entraîne pas la mise en place d'un plan de sauvegarde. C'est d'ailleurs pour ça que le texte initial prévoyait qu'en cas de refus de l'accord, les salariés se voyaient licenciés pour motif personnel.
En commission, la dernière fois, heureusement, nous avons eu, avec l'accord du rapporteur, réussi à transformer ce licenciement en licenciement individuel économique, mais individuel même s'il concerne plus de 10 salariés. C'est la petite astuce qui reste. Vous m'objecterez que l'alinéa 5 stipule « l'accord, je cite, ne peut pas avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié ». Vous noterez qu'il n'est pas question de sa rémunération annuelle. Donc j'ai fait un amendement en ce sens. Et donc que, par exemple, l'accord pourrait viser une augmentation du nombre d'heures supplémentaires à un coût modéré ou à une augmentation du temps de travail à rémunération constante. Attendez, on va avoir plus de travail, il faut qu'on travaille plus, mais enfin, vous comprenez, c'est quand même une chance, le carnet de commandes que nous avons, donc je propose que les heures supplémentaires, quand même, on les paye pas trop cher, ou qu'on accepte même une augmentation de son temps de travail et que le déclenchement des heures supplémentaires soit retardé. Je crains malheureusement que ce soit un peu ça l'objectif recherché, et donc là encore, ce n'est pas forcément favorable à l'emploi qui est en place, mais pas au développement de l'emploi. Vous m'objecterez, à juste titre, que cela requiert néanmoins un accord majoritaire. Mais qui s'opposera à une proposition d'accord indiquant qu'il faut accepter une baisse passagère ou une augmentation de la durée du travail à coût constant pour gagner, obtenir tel ou tel marché, voire même pour dire, comme ça, je vais prendre un marché et expliquer à ces salariés que je vais avoir le marché sur l'entreprise concurrente, etc. Et on fait un effort pendant 2 ans, puis voilà. Donc voilà, ça peut se comprendre. Est-ce que c'est vers cela qu'on veut aller? Et la seule raison d'inscrire ce type d'accord dans la loi, c'est pour sécuriser cette forme de compétitivité par une baisse de coût du travail. En ce sens, et c'est là que on revient à généraliser l'accord défensif dans tous les cas de figure. Moi, j'étais tout à fait favorable, et je suis toujours favorable à l'accord défensif, mais est-ce qu'on doit le généraliser? C'est ce qu'on fait là. Donc, soit cet article est inutile parce que j'ai vu des choses qui ne sont pas, et j'ai un côté paranoïaque, et dans ce cas-là, il est inutile, on peut le faire, soit, comme je le crains, il est plutôt dangereux pour les salariés. Et à mon avis, on a tout ce qu'il faut. On a les accords défensifs et l'autre type d'accord, eh bien, si ce n'est pas pour baisser le revenu salarial, eh bien, on peut déjà le faire face à un octroi, à une augmentation de la commande ou de développement de l'entreprise. Vous pouvez réunir vos salariés et réorganiser les choses. Donc, si ça doit être garanti par la loi, c'est que quelque part, vous voulez organiser une baisse. En tout cas, j'attends que le rapporteur, ce qui ne va pas manquer de faire, me convainque de l'inverse. Monsieur le rapporteur, Madame Le Callennec. Oui, merci Madame la Présidente. À l'inverse, nous ne souhaitons pas aux Républicains la suppression de cet article 11, puisque ça fait des années que nous militons au contraire pour ces accords offensifs et que nous nous réjouissons qu'ils soient inscrits dans la loi et nous espérons que le rapporteur ne cédera pas à la pression de retirer cet article 11 ou en tout cas de voter la suppression de cet article. Préservation ou développement dans l'emploi, et vous l'avez dit, chers collègues, avec des accords majoritaires. Donc, c'est du bon sens. C'est du bon sens et quand on discute avec les salariés des entreprises, ils reconnaissent eux-mêmes que cette disposition peut tout à fait être adaptée, utilisée sur le terrain. Mais vous l'avez dit, c'est comme sur la primauté des accords d'entreprise, comme sur le référendum, comme sur les licenciements économiques et la santé au travail, ce que rappelait ce matin Madame Fraisse, voilà des points de dissensus forts entre nous qui justifient chez certains de vos amis de continuer à bloquer et à ne pas vouloir que cette loi soit votée. Moi, je pense qu'au contraire, cet article 11, il sera utile à de très nombreuses entreprises pour développer l'emploi. Je rappelle que c'est quand même un des objectifs, si j'ai bien compris, c'est quand même de développer l'emploi, de favoriser la compétitivité des entreprises et de recréer de la croissance dans notre pays. Merci. Madame Berger. Oui, cet article pose des tas de questions, mais une question que je n'arrive pas à résoudre depuis le début du dépôt de cette loi à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut trouver un cas où les entreprises ne sont pas soit en situation difficile, soit en situation de vouloir gagner des marchés ? C'est-à-dire que, grosso modo, est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de dire tout simplement, et dans ce cas-là, quel est l'intérêt de parler d'accord offensif, si ce n'est de faire de la poésie? On parle d'accord d'entreprise qui, quelle que soit la situation de l'entreprise, au fond, doit s'affirmer. Je préférais qu'on le dise comme ça,
plutôt qu'on explique que gagner des marchés justifie de réduire le droit du travail. Monsieur Cavard. Oui, par rapport à cet article 11, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu effectivement en première lecture, mais j'insiste quand même sur, puisque un certain nombre de nos collègues reviennent, sur cette idée de l'utilisation de l'article 11. Le principe d'un accord, c'est que quand il est négocié, sauf si on continue, alors ça j'ai bien compris qu'il y avait une perception différente là-dessus, mais on continue à imaginer qu'un accord, c'est qu'un rapport de force. Et que donc du coup, on est toujours dans la logique d'un rapport de force où l'employeur voudrait obtenir essentiellement des choses qui ne seraient pas pour le salarié ou vice-versa. Or, c'est pas si vrai que ça. On le redit, dans les entreprises, il y a souvent aussi des objectifs communs qui peuvent être définis. Dans ces objectifs communs, il y a effectivement le développement même de l'entreprise, où tout le monde y a intérêt. D'ailleurs, si ça marche, si ça se développe, eh bien effectivement, normalement, ça c'est à vérifier parce que c'est un autre débat avec notamment le reversement de dividendes potentiels, mais normalement, quand on est contre justement cette logique-là, c'est bien de revenir sur le fait qu'on se repartage les fruits de la richesse créée, etc., y compris par le développement même qui a été négocié dans le cadre d'un accord. Une fois de plus majoritaire. Et donc cet article 11, il s'inscrit dans une nouvelle culture, ça on est d'accord, dans une nouvelle culture de discussion dans l'entreprise, dans lequel seul l'entrepreneur ou le chef d'entreprise n'est pas seul à imaginer comment il va développer son entreprise en vue de gagner, alors pas que des marchés d'ailleurs, gagner en gros de la richesse supplémentaire pour développer mieux son entreprise, mais dans lequel il pourra, en contrepartie de négociations sur des sujets certes particuliers et salariés, négocier avec eux sur de quelles données on parle, quels sont ces développements possibles, est-ce qu'ils sont validés ou pas, parce qu'il doit donner quand même un certain nombre d'informations pour valider son accord, et que tout le monde participe au développement ou à la préservation, et ensuite, éventuellement même dans l'accord, si ça fonctionne, avoir les fruits, au bout d'un certain temps des délais, d'un retour, où là, s'il y a eu des efforts faits, comme le dit mon collègue Jean-Patrick Gilles, pendant un certain nombre de temps, et que ça fonctionne, on peut imaginer aussi qu'il y a une pré-négociation dans l'accord sur le fait qu'après coup, si ça fonctionne, il peut y avoir après des accords positifs. Dans le cadre, il y a aussi des retours du développement de l'entreprise. Voilà, donc j'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a une culture différente. Comme je viens de voir arriver un sous-amendement écrit à la main, mais qui fera l'objet, comme ça j'en profite, c'est vrai que dans l'article 11, le seul débat qu'il peut y avoir, c'est effectivement la question de la durée. Voilà, j'en profite pour le dire, parce que comme il va être sous-amendé, j'aurais fait la discussion, mais dans l'article 11, il est dit que sauf si il faut que l'accord stipule la durée, et si ce n'est pas le cas, on part sur 5 ans. Moi, à mon avis, on peut quand même discuter des 5 ans. Voilà. Mais c'est le seul débat qu'on peut avoir. Sur le reste, c'est vraiment une culture différente de la façon dont on peut associer les salariés, y compris au développement de l'entreprise ou au maintien dans l'emploi, qui pour l'instant leur échappe la plupart du temps. Merci. Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je me réjouis que cet article soit à nouveau conservé et revienne, puisqu'en fait, c'est un article que j'ai déposé sous une forme un peu différente, mais depuis 3 ou 4 ans. Et donc, je pense que il va dans le bon sens. Il va d'autant plus dans le bon sens que je trouve qu'il est très sécurisé par rapport à sa rédaction, au titre des différents alinéas qu'il y a. Je prends des exemples, mais l'accord mentionné comporte un préambule, etc., en matière de préservation ou de développement de l'emploi. On parle bien de préservation et de développement de l'emploi. L'application des stipulations d'un accord de préservation de l'emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération ni horaire ni mensuelle. Je pense qu'on balise quand même bien, on encadre bien les choses. On peut trouver d'autres. Un bilan d'application est effectué chaque année par les signataires de l'accord, ce qui permet quand même de bien évaluer. Et l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise à l'issue de l'accord. L'objectif, c'est quand même bien, effectivement, le développement de l'emploi et la consolidation. Donc le retour, finalement, à une meilleure fortune, si je puis dire, au niveau de l'entreprise. Donc il me semble qu'au vu de l'encadrement tel qu'il est fait de cet article, sachant qu'en cas de déficience, l'alinéa 37 dit l'employeur contribue au financement du dispositif d'accompagnement, je pense qu'on a un système qui est parfaitement encadré et qui permet à la fois aux entreprises de pouvoir s'engager avec une certaine visibilité sur de nouveaux projets et qui permet en même temps aux salariés d'être sécurisés dans leur emploi. Mais c'est lequel? Attendez, c'est où là? Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. De prime abord, j'aurais pu être favorable aux amendements de suppression de l'article 11, tant l'article 11 issu du Sénat est une version quand même particulièrement audacieuse, puisque je rappelle qu'il fusionne les accords offensifs et les accords défensifs.
que par ailleurs, j'aime bien les citations de M. Cherpion. Pardon, j'aime bien les citations de M. Cherpion, c'est mieux quand on les emmène jusqu'au bout. L'application, je cite, des stipulations d'un accord de préservation de l'emploi ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération horaire ou mensuelle des salariés. Vous avez raison. Lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20%, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. Ça veut dire que dans la rédaction du Sénat, qui est d'ailleurs assez conforme avec celle que vous aviez suggérée durant 3 ou 4 ans, qui n'est pas celle que nous retenons, en effet, il était possible de revenir sur la rémunération, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, de ce que nous mettons. Ça, c'est ce qui est dans le texte. Et c'est justement pour ça que je ne soutiens pas, bien évidemment, la version Sénat. Cela étant, je reviens donc à l'article 11, tel que je vous proposerai ensuite de le redéfinir. Sur cet article 11, je pense qu'il faut, là aussi, essayer, comme tout à l'heure sur la question des accords d'entreprise, de ne pas commencer à se poser la question de ces accords à l'aune des pièges potentiels que cela pourrait couvrir, des reculs que cela pourrait engager. Il peut y en avoir encore une fois, mais l'objectif quand même, là, très clairement, des accords offensifs, c'est malgré tout de participer à l'emploi. Car on se pose souvent la question de savoir, finalement, dans ce texte, est-ce qu'il y a des articles qui participent de cela? À l'évidence, celui-là participe de la question de l'emploi. Et il a, à mon sens, deux situations qui peuvent être légitimes. Une première qui répond pour partie à l'interrogation de Karine Berger, qui est de dire, est-ce qu'il y a, que si j'ai bien compris la question, c'est entre la situation économique difficile, etc., ou la conquête d'un nouveau marché, est-ce qu'il y a une situation autre? Oui, il y a la situation d'une entreprise qui n'a pas de difficulté, mais qui malheureusement, par exemple, a perdu un marché qu'elle avait et dont elle sait qu'elle produira dans un délai d'1 an, de 2 ans, ça dépend du marché tel qu'il était, qui produira une difficulté pour l'entreprise. On est... Non. On laisse le rapporteur, vous reprendrez la parole après. À l'évidence, l'accord offensif, quelle est la question de l'accord offensif? Attendez, est-ce que vous pouvez me laisser répondre? C'est extraordinaire, cette affaire. Ce serait bien, oui. L'accord offensif concerne des entreprises qui n'ont pas de difficultés économiques ou qui n'ont pas de difficultés financières. Première interrogation, ils peuvent en effet avoir l'ambition de répondre à un appel d'offres particulier. De ce point de vue, ils passent un accord majoritaire dans l'entreprise qui permet une réorganisation du temps de travail, par exemple. Deuxième objectif, l'entreprise qui n'a toujours pas de difficultés financières, qui n'a pas de difficultés économiques, néanmoins perd un marché sur lequel elle est engagée depuis des années et des années. Au moment où elle n'a pas de difficultés économiques. Elle n'en a pas au moment où elle est, puisqu'elle est encore participante. Vous connaissez comme moi les délais qui sont les délais, notamment de marché public ou d'éléments comme ça. Et qu'entre le délai d'appel d'offres et la conclusion d'une perte que vous pouvez avoir, il y a parfois quelques mois, quelques années qui peuvent être donnés. J'ai malheureusement, dans des fonctions de maire, eu à connaître cette situation pour une entreprise qui a perdu un marché avec la collectivité, qui se trouvait spécifiquement dans ce cas-là. Et donc là, l'idée, c'est de dire, il faut permettre par accord qu'ils anticipent la situation forcément difficile qu'ils peuvent avoir, et on est bien dans la déclinaison de cet élément-là, par accord majoritaire. Par accord majoritaire. Donc il faut, encore une fois, aborder l'article 11, non pas spécifiquement par on fait des cadeaux aux chefs d'entreprise, on est sur des accords majoritaires, 1, et on est 2 sur l'idée de se dire que c'est peut-être mieux d'intervenir avant que la boîte soit dans une situation difficile, premier cas, ou que dans la boîte n'ait pas les moyens suffisants pour aller conquérir son marché, deuxième cas. Deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est que lors de la première lecture, nous avons eu beaucoup d'interrogations entre nous sur la manière d'encadrer les choses. Alors on a débattu, Jean-Patrick Gilles l'a rappelé, et il a raison, on a encadré la question du licenciement, de la qualification du licenciement lorsqu'un salarié ne veut pas de la déclinaison de cet accord sur la propre organisation de son temps de travail. Nous avons pu requalifier en licenciement individuel pour motif économique. J'ai encore un débat avec le gouvernement sur les éléments qui sont consécutifs de cette situation, notamment en termes d'accompagnement. Et nous avons, je vous le rappelle également,
obliger l'accord à prendre en compte les contraintes personnelles et familiales. Nous avons également instauré l'obligation d'établir un diagnostic partagé. Nous avons rendu obligatoire les clauses de suivi et le bilan annuel de l'accord. Et donc, je pense que nous avons aujourd'hui encadré de manière extrêmement précise les éléments relatifs à cet article 11 et à ces accords offensifs. Et donc, je ne partage pas le sentiment qui est exprimé que ce serait forcément des accords qui se feraient au détriment des salariés, hormis la question de l'accord d'entreprise et de la signature à 50, mais je pense profondément que c'est des accords qui doivent être vécus comme des éléments d'accompagnement pour les entreprises lorsqu'elles sont confrontées à une situation particulière. Donc, avis défavorable à ces amendements de suppression. Merci. Donc, Monsieur Robillard. J'entends bien l'argumentaire du rapporteur. Après, la question, c'est que quand même, dans la rédaction, notamment à l'alinéa 2, et je reconnais que c'est pas simple à rédiger, ce n'est conditionné que par un objectif qui est assigné à un accord. Hein, l'objectif de la préservation du développement de l'emploi. Vous avez donné des exemples là, qui étaient assez précis. La perte d'un marché, même si c'est à terme. Encore que les dénonciations aujourd'hui, avec la loi ME, soient quand même dans des délais qui sont relativement réduits. Hein. Donc on voit arriver et à bref délai. Je me demande quand même, parce que c'est un article qui est très important dans ses conséquences sur les accords. S'il ne serait pas possible de trouver une rédaction qui conditionne davantage les cas de recours. Parce que là, on a le sentiment, on est toujours dans une situation où on a soit à préserver, soit à développer l'emploi quand on n'est pas dans une situation de difficulté. Mais après, on peut toujours dire, on va passer un accord parce que l'objectif, c'est de préserver l'emploi ou de le développer. On peut toujours affirmer cet objectif, dans n'importe quelle situation. On n'est pas obligé de signer l'accord, je reconnais, mais c'est un mécanisme de garantie, le caractère majoritaire. C'est un mécanisme de garantie. Bon. Mais tout à l'heure, j'ai bien entendu, mais moi je suis désolé, je ne peux pas exclure que, même si je reconnais un accord majoritaire, c'est une garantie, hein, mais c'est un accord majoritaire avec la possibilité d'un référendum, hein, qui a été réaffirmé tout à l'heure. Il y a quand même quelques cas où on peut penser qu'il y a y compris des accords, enfin des syndicats maison qui peuvent être majoritaires. Bon. Ça existe, ça. On l'a vu. Donc, ce n'est pas une sécurité complète. Et pour le coup, le cadre juridique qui est fixé, mais il suffit d'affirmer l'objet, que l'accord a pour objet de préserver ou de développer l'emploi. Il ne pourra pas y avoir de contrôle du juge là-dessus, dès lors que ce sera affirmé. Et donc, il n'y a pas de conditions limitatives, pas de véritable condition limitative, sinon la procédure ou la condition que ce soit un accord majoritaire, à l'emploi de ce type d'accord. Bon, je dis, on donne un outil d'une puissance incroyable sans conditionner son emploi. Voilà pourquoi il y a une réticence extrêmement forte sur cet article 11. Et j'ajouterais que, y compris quand on va dans la lettre, à moins qu'elle soit corrigée après, mais que quand je vois à l'alinéa 14, l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés, les dirigeants salariés et les mandataires sociaux. Je me dis que l'accord, il prévoit bien les efforts pour les salariés, parce que sinon cet accord n'existe pas, et les efforts des dirigeants, qui soient salariés ou sociaux, c'est en option. Monsieur le rapporteur, vous voulez répondre? Oui, non, mais encore une fois, dans l'approche qui est retenue, je crois que Denis Robillard le dit de manière assez juste, l'idée que l'on se fait du dialogue sur ce type d'accord, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à introduire le diagnostic partagé de départ. Parce que là où il a raison, c'est que dans le texte initial, il y avait une forme de décision unilatérale de l'employeur. C'est-à-dire, en gros, il considérait qu'il avait une option, une stratégie de développement, et puis finalement, voilà. Ce que l'on avait évoqué au moment du débat, c'était de se dire il faut que les choses soient plus partagées. D'abord parce que je pense que vous emmenez plus facilement vos salariés dans un objectif de développement ou de conquête si vous les sensibilisez à l'objectif de ce que vous voulez faire. Ça me paraît tellement plus évident. C'est ce qui nous a amené à l'écrire. C'est-à-dire il doit y avoir un diagnostic partagé. Et le diagnostic partagé, il fixe finalement les enjeux
Il fixe les enjeux, c'est ça qui est important. Et donc ça permet d'éviter, parce qu'encore une fois on est sur un accord majoritaire, ça permet d'éviter l'idée que c'est, oui, un peu très lâche au sens large du terme, très large, parce que justement, à partir d'un moment où il y a ce diagnostic partagé, il y a cette confrontation entre l'objectif et l'effort qui peut être demandé. Premier élément. Deuxième élément, moi vraiment, je pense que sur cet article 11, à partir du moment où on a aussi défini la question de la durée, il n'y était pas forcément au départ. À partir du moment où on a dit, à défaut, ce qu'elle devait être. Alors on aura un débat sur les 5 ans, pas les 5 ans, tout ça est légitime, mais je veux dire, on est bien dans un objectif qui est ciblé sur un élément particulier. Ciblé par le diagnostic, ciblé par la durée, et puis par rapport à des éléments que j'apporterai moi-même, qui est ciblé aussi au cas où les objectifs ne soient pas atteints, parce que ça peut être aussi un élément non négligeable du débat. Donc voilà, vraiment, encore une fois, j'entends les réticences qu'il peut y avoir sur l'article 11. Moi, je considère qu'on a besoin d'outils de ce type-là aujourd'hui pour permettre à nos entreprises de s'adapter, vraiment, à des évolutions qui sont parfois des évolutions un peu brutales, il faut aussi le dire, c'est comme ça, et que ce n'est pas simplement en attendant qu'elles soient dans les difficultés, c'est-à-dire en se disant mais c'est bien parce qu'on a les accords de maintien dans l'emploi, alors ceux-là, ils sont positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend qu'ils soient dans la difficulté pour avoir des dispositifs particuliers? Moi, je pense qu'on a besoin et des accords de maintien dans l'emploi dans des particularités spécifiques, et de l'article 11 qui permet là aussi de donner des atouts pour nos entreprises face à des conquêtes de marché ou à des maintiens de situation. Donc, je maintiens mon avis défavorable, Madame la Présidente. Merci. Bien, nous allons passer au vote sur ces amendements de suppression. Avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous arrivons à